Salut à tous mes amis, et on se retrouve enfin pour mon grand compte rendu de l'arc de Totland. Alors, quel plaisir évidemment de retrouver One Piece, hein, sans vouloir dénigrer les mangas que j'ai pu lire auparavant, même s'il y a eu certains avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Mais c'est vrai que quand on retrouve, moi, pour le coup, en ce qui me concerne, quand j'ai retrouvé One Piece, j'ai retrouvé une solidité dans l'écriture, dans la narration, dans les enjeux qui sont présentés, dans les thèmes. J'ai retrouvé ça et ça m'a fait un bien fou parce que, si vous voulez, ça m'a engagé, ça m'a investi. Les personnages que j'ai retrouvés, j'ai mis même pas un ou deux chapitres à me retrouver, à les aimer et être attaché comme avant. Alors que je les avais vraiment abandonnés pendant 3 ans, c'est pas des blagues. Donc vraiment un arc qui m'a fait du bien, du moins un retour, hein, qui m'a fait du bien. Et, euh, et voilà, encore une fois, sans vouloir minimiser la qualité des mangas précédents, c'est quand même une preuve de la qualité indéniable de One Piece en tant qu'œuvre de fiction qui pour moi s'élève au-dessus des critères du genre, hein, du shonen. Pour moi, One Piece c'est un récit d'aventure voilà, des enjeux, des conflits politiques et en même temps voilà, des conflits intérieurs dramatiques, tout ça c'est super intéressant. Et voilà, c'est des personnages qui vous tiennent en haleine, un récit voilà, qui vous laisse haletant, qui vous demande voilà, toujours de tourner la page parce qu'il y a toujours des rebondissements et chaque personnage réussit à trouver sa place dans l'œuvre, même s'il y a quand même une flopée énorme de personnages, surtout dans cet arc. Mais on va y venir. Voilà. Premièrement, déjà peut-être sur la structure du récit, c'est un arc qui au préalable, pardon, semblait un peu continuer le schéma de parallélisme en miroir que Oda faisait avec, pas vraiment en miroir, mais en parallèle avec Paradise. Hein. Donc on avait évidemment ces références, hein, qu'on pouvait pas louper. Drum, The Thriller, Drum, Punk Hazard, ensuite Dressrosa Alabasta. Vous voyez, alors Dressrosa Alabasta, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était une explosion de parallèles qu'on pouvait avoir allant de la façon dont Machin Crocodile se fait propulser à la fin et Doflamingo qui se fait placarder au sol, enfin voilà, plaquer au sol, et puis à, évidemment des petits détails comme le parallèle entre Gladius et Mr. Five, McVice pardon, et Miss Valentine, enfin ce genre de petites choses. Et là on arrivait dans un arc qui ressemblait beaucoup à la trahison de Robin puisqu'on avait un peu la même chose avec Sanji. Bon, alors Sanji, lui, quitte l'équipage d'une façon telle que on est frustré parce qu'on sait qu'il ment, parce qu'on sait qu'il va revenir. Ce qui était un peu différent de Robin, parce que Robin, on pouvait être encore dans le mystère de son personnage qui n'était pas encore extrêmement donc on n'avait pas encore vraiment fait toute la lumière, et donc voilà, c'était intéressant. En revanche, cet orque-là est intéressant parce qu'à l'instar de d'Enies Lobby, il se concentre sur la fuite des Mugiwara, mais ici, contrairement à Enies Lobby, il n'y a pas de gros combat. Il y a un grand duel, on va y revenir après, mais il n'y a pas d'énormes combats. Il n'y a pas de voilà il y a pas d'explosion voilà, d'effets. Il y a pas de voilà, on perd pas de temps. On reste sur les enjeux dramatiques liés à cette espèce de birdcage bis, hein, de bombe d'Alubarna bis, qui est la Big Mom, hein, la Big Mom qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas échapper. Et, euh, et donc voilà, on a ces personnages donc, qui ont des enjeux relationnels, familiaux, des conflits dramatiques, des nœuds entre eux comme ça, et ça n'arrête pas d'essayer de se résoudre comme ça. Des personnages qui sont plus ou moins honorables, qui veulent, je pense à Chiffon, Katakuri, qui veulent voilà, essayer comment ils gèrent l'arrivée des Mugiwara, qui est une explosion voilà, de punch et de neuf et de nouveautés dans leur monde finalement si figé, hein, de Yonko qui demeure là depuis sans doute, on nous a expliqué quoi, cinquantaine d'années, soixantaine d'années, si je dis pas de conneries, ou 30 ans, je sais pas quel âge est là exactement Big Mom, mais enfin peu importe, du moins depuis longtemps. C'est un récit donc qui est haletant, qui vous tient en haleine, qui vous donne vraiment envie voilà, il y a un espèce de contre-la-montre également qui est très fort, toujours un élément qui marche parfaitement bien je trouve. Donc, en ce qui concerne la structure du récit, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, ensuite, on va pouvoir passer à des points un peu plus précis alors, j'ai mes notes, hein, j'ai fait à peu près 4 pages de notes, hein, ce qui prouve quand même que l'arc était d'une densité absolue, et ça fait plaisir. Hein. Premièrement, on va peut-être parler de Sanji. Alors Sanji, c'est un peu le protagoniste de l'arc.
Et c'est intéressant, déjà de base, mon sentiment, c'est que je me dis, mais Sanji, à chaque fois, je m'attendais à ce qu'il ait un gros combat pour montrer quand même sa, sa, sa vigueur, sa force de caractère également, le fait de pouvoir, c'est comme ça que ça s'exprime souvent, les power-up nous permettent de comprendre que le personnage a fait un travail sur lui-même, qu'il comprend qu'il faut donner, voilà, qu'il faut passer la vitesse supérieure. Mais là, on n'a pas ça. Et c'est excellent en fait, c'est excellent parce que le personnage de Sanji, de toute façon, il a complètement brisé toutes nos attentes dans cet arc. On s'attendait à ce que ce soit le passé de Sanji, on va le découvrir dark, super cool et tout. Non, ça a été le Sanji tout enfant, tout petit, le masque de fer qui est brisé intérieurement parce que sa famille ne l'accepte pas et il s'enfuit. Et voilà, donc tout le questionnement aussi de l'affiliation, l'héritage, tout ça c'est super intéressant. Alors, je vais lire un peu, j'ai fait des petites notes sur Sanji, ça et là, puis ensuite j'ai surligné en bleu tout ce qui concernait Sanji. On va procéder comme ça va être peut-être pas trop long, j'espère. Donc, c'est parti. Déjà, une chose intéressante, c'est que j'avais pas compris que la mère de Sanji, je crois, si j'ai bien compris, est morte du traitement qu'elle a pris pour sauver. Non, du traitement. C'est soit. Attendez, que je dise pas. Oui, du traitement qu'elle a pris, soit pour sauver Sanji, hein, c'est ça. Hein. Et pas du traitement qu'elle a pris pour les enfants. Je sais pas, il faudra m'éclairer là-dessus. Si elle est morte du traitement qu'elle a pris pour sauver Sanji, ça n'en est que plus poétique. Si elle est morte du traitement qu'elle a pris pour les enfants, les autres enfants, ça rend le personnage de Jaji encore plus cruel. Mais du coup, si c'est Sanji, ça veut dire qu'on peut comprendre la rancœur qu'a eu Jaji, ça lui donne du coup peut-être un petit peu de compassion à notre égard. Ça vient chercher de la compassion chez nous parce que c'est un homme brisé qui a perdu sa femme. Après, ça reste quand même un gros connard dans l'arc. Il nous montre vraiment pas des signes de tendresse vis-à-vis de Sanji, donc on ne l'aime pas beaucoup ce personnage et il est assez pathétique, je dois dire. Mais c'est bien plutôt réussi, surtout à une certaine scène. Sanji. Ce qui est pas mal, c'est que ses frères sont vraiment détestables. Dès tout le début de l'arc, sont assez détestables. Mais Sanji, lui, quant à lui, reste vraiment authentique. Il reste lui-même. Il souhaite quand même les sauver. Il y a Reiju qui, évidemment, est le poids dans la balance qui fait pencher Sanji en faveur du sauvetage de sa famille, qui veut pas les laisser tomber. Évidemment, Reiju elle-même est une bonne personne et elle a cette espèce cette conscience du sacrifice qu'elle va devoir fournir parce que sa famille, de toute façon, c'est de la merde, hein, clairement, elle s'en rend compte. Mais la culpabilité et puis l'abnégation de Sanji sont très sincères, authentiques et ça fait plaisir à voir. Ce que j'aime pas trop, c'est des fois quand Sanji, mais ça c'est Oda, il nous fait sa gueule un peu de con amoureux. Voilà, c'est comme quand il s'était fait blesser. Pour moi, c'est visuellement des choses qui me sortent du drama, ça m'emmerde un peu. Mais on a également tout de suite un retour au sérieux, au ton sérieux, à la véritable tension de la tea party, c'est le mariage. Il y a une tension de dingue. On a l'impression de voir un western avec deux types qui vont se. Voilà, on ne sait pas quand le premier coup va partir. Il y a tout un tas d'enjeux extérieurs. Il n'y a pas que Pudding qui est là avec son flingue. Il y a le Tamate Bako. Il y a la mafia qui arrive avec ces types si sinistres là. Le Dufeld, là, le mec, là, le drogue péclo, le mec s'occupe de la drogue. On a le charpentier. On a Morgan, on dirait un mec qui vient de tout droit, le piaf, là, tout droit sorti de Raymond Machereau et de Chlorophylle, là, enfin bon, pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est extraordinaire. Donc on a un coup de génie, c'est l'ironie fatale l'absence d'émotion chez les fils Vince Smoke, puisque le papa qui se retrouve lui face à sa propre connerie, ce que j'avais déjà dit en réaction live, voilà, c'est que voilà, maintenant il est complètement coincé, piégé par sa propre ambition d'avoir voulu s'allier avec Big Mom et d'avoir voulu créer des armes et pas des enfants. Voilà, plus personne ne peut venir à son secours, sauf son fils raté qui l'a rejeté, et c'est ça qui est magnifique. Judge est vraiment, Judge pitoyable à ce moment-là, pathétique. Il n'est que l'ombre de lui-même, il ne fait que chialer, et pour une fois, la morve qui lui coule du nez, elle est parfaite, parce que c'est vraiment la décrépitude totale du personnage, qui était si fier de lui avant cela. Là, c'est splendide, et on se dit vraiment que ce type-là, on n'a même pas de la peine pour lui à ce moment-là. Ça, c'est fort, on n'a même pas de la peine. On dit, eh ben voilà, tu la manges au coin de la gueule, ton ambition, et voilà. Mais voilà, Sanji qui sauve sa famille, il arrive, pose ses pieds sur la table, il pose autre chose sur la table si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, en tout cas, un très bon moment, vraiment très 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 mémorable. En ce qui concerne Sanji, ce que j'ai bien aimé, c'est les petits moments avec Pedro. On en reparlera de Pedro un petit peu. Hein. Pedro qui s'est sacrifié. Il y a un moment avec Pecoms. Alors il y a le moment où il lui allume sa clope, ça c'est super. Et le moment avec Pecoms où il entend la voix de Pedro. Et est-ce que quand il voit Sanji, puisque les deux se ressemblent vraiment, est-ce que c'est grâce à ça? Est-ce que c'est grâce à la ressemblance de Sanji
qui peut lui faire penser à Pedro. Est-ce que c'est pour ça que Pécoms parvient à reprendre ses esprits, un minimum? Je sais pas. Faudra voir. Ça n'a pas été si clair que ça. En tout cas, Sanji, c'est un personnage ultra actif dans cet arc, ultra dynamique, plein d'énergie positive. Il n'y a pas besoin de combat pour que Sanji soit un véritable héros dans l'arc. Et il est là, il fait la cuisine, il donne ses directives, il sauve, voilà, il tape sur Oven quand il menace Pound. Enfin bref, ce type-là, Sanji, il est le sauveur de cet arc alors que c'était lui qui devait être sauvé. C'est super bien fait, c'est sublime. Il y a un retour aux racines du personnage de Sanji, c'est-à-dire que c'est un type qui n'est pas forcément l'immense guerrier d'ultime de la mort. Sanji, c'est déjà un héros par sa détermination à sauver les autres. À être le grand frère en fait. C'est marrant parce qu'ils l'appellent tous petit frère, ses potes, les Germains. Mais bon voilà. Alors, donc on a la famille, rédemption des Germains, parce qu'ils reviennent ensuite pour sauver tout le monde. On est également content de les voir battre les pirates de Big Mom. Les Germains sont eux-mêmes peut-être un peu trop puissants à mon goût, et peut-être un peu trop nombreux. J'aurais peut-être enlevé... voilà, je sais pas à quoi sert Yonji, pour dire la vérité. Je sais pas vraiment à quoi sert Yonji. Je trouve que finalement les deux frères, on aurait pu avoir un frère sérieux, un frère connard et Reiju. Le Yonji partage un petit peu des deux sérieux, surtout un peu connard dans son comportement, un peu goguenard, un peu narquois. J'aime pas trop ce mec-là. Je sais pas trop à quoi il sert pour vous dire la vérité. Mais en tout cas, voilà, quand il sauve Sanji à la fin, quand il y a Ichiji qui est le pire en vérité, non, c'est Ichiji qui est le pire, qui le lance comme ça c'est super, vous voyez. Donc voilà. Et alors on va terminer sur Pudding, sur la partie Sanji. Pudding, j'achète à 200% son personnage. Là où j'étais un petit peu dans le flou vis-à-vis de ses véritables intentions, de sa véritable nature, finalement là où je me suis pas vraiment trompé, parce que Pudding elle-même est complètement bipolaire et que quand elle est on va dire dans sa partie un peu dark, quand elle est méchante, elle est vraiment elle-même, hein, si vous voulez, elle est elle-même. Simplement, elle souffre d'une espèce de bipolarité vraiment pathologique et c'est ce qui s'explique aussi par le fait que dans sa famille, on n'est pas vraiment là à encourager les bons sentiments, la tendresse et la bonté. Alors, Pudding, elle est excellente, moi je trouve, parce qu'elle redéfinit complètement le rapport que Sanji a avec les femmes. D'un seul coup, parce que Sanji, je sais pas, il a besoin on a besoin de lui. Quand Sanji, on a besoin de lui pour autre chose que simplement être un gentleman, là, d'un seul coup, vis-à-vis de Pudding, il est cette espèce de figure responsable, douce, il lui parle comme comme un mari, comme un fiancé, mais voilà, il la rassure constamment, et qu'est-ce que c'est drôle, enfin, d'avoir une personne qui est amoureuse de Sanji. Ça inverse complètement les rapports que Sanji a avec les femmes, et c'est hilarant, et moi je trouve qu'ils sont parfaits tous les deux, qu'il y a vraiment une espèce de dynamisme parfait. Elle est excellente quand elle se vénère. Moi, je trouve que c'est une des situations comiques que ça crée et c'est parfait. Et voilà, je suis totalement acheteur de leur relation. Et d'autant plus que je suis très content que ça ne se termine pas sur un happy end avec Pudding qui vient avec les Mugiwara ou Sanji qui veut à tout prix rester avec elle. Non, c'est super que Sanji soit si magnanime dans cette relation, c'est-à-dire qu'il sait qu'il doit s'en aller. Et elle aussi. Et le moment du baiser, la scène du baiser, elle est magnifique, les gars. Oda fait pas de romance, c'est une des scènes les plus mélodramatiques que j'ai pu voir de ces derniers instants, de ces dernières années dans un manga. Ce baiser volé et ensuite capturé, ce souvenir du baiser qui est capturé, mais c'est magnifique. Et elle qui chiale parce qu'elle sait qu'elle doit le laisser partir, parce qu'il doit s'en aller, et elle veut pas le faire souffrir. Et lui, qui sait pas encore très bien comment gérer cette personne, mais qui ose lui dire quand même qu'il a passé un bon moment avec une classe folle parce qu'il lui dit pas que voilà que parce que c'est bien aussi. Ça m'agaçait que Sanji d'un seul coup il redéfinisse complètement ses rapports avec son rêve et son aventure et voilà qui revoit complètement sous un nouveau jour sa vie comme quand il avait vu les sirènes et que c'est ça mon rêve. Ça m'avait un peu agacé. J'aime bien quand même que Sanji voilà il garde en lui cette flamme qui est pour moi être le grand frère de l'équipage. Et là, en fait, je trouve ça super parce qu'il lui dit au revoir. Il lui dit au revoir à Pudding en lui disant, en ayant cette espèce de conscience de tout ce qui s'est passé. Parce qu'on voit qu'il pense à tout. Il dit oui, bah écoute, peut-être que t'es quand même une connasse, mais moi j'ai apprécié que tu sois une connasse. J'ai l'impression que tu sois une connasse avec moi. C'est ça qui était vachement bien. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment-là parce que on pouvait reprocher à Sanji d'être assez naïf dans cet arc finalement. Et là, il est plus du tout à la fin. Mais il est pas frustré.
il a accepté ses erreurs et il a fait un trait sur son passé. Il est conscient de tout. Voilà, il a fait la paix avec absolument tout, il est en paix avec tout, Sanji à la fin, et il est beaucoup plus fort intérieurement, je trouve, et c'est magnifique. Moi, Sanji, magnifique. Merci Oda, ça m'a fait bien fait plaisir. Un bon Sanji comme on les aime. Alors ensuite, peut-être on va parler de Big Mom, je pense que c'est le deuxième personnage le plus important. Alors Big Mom, intéressant parce qu'elle est à la fois touchante, cette espèce de grosse ogresse, cette grosse démone insupportable. Elle est touchante, mais elle reste quand même une ennemie pour moi. On nous la rend authentique, réelle, concrète. Ce personnage a d'un seul coup beaucoup plus de sens, beaucoup plus de profondeur et de corps. Hein. Moi, je comprends maintenant qui est Big Mom, cette petite enfant. Même si je ne sais pas tout d'elle, ça reste encore aussi un peu un mystère. Pourquoi elle a cette force si surhumaine, pourquoi elle est grosse comme ça. Et j'apprécie l'histoire avec Mother Caramel qui est si douce amère, voilà, c'est du One Piece parfait, ça, cette espèce de mère Caramel, cette espèce de sainte, de mère Teresa qui se retrouve en fait connectée à ce qu'on connaît déjà de One Piece, avec cette espèce de corruption totale du gouvernement mondial qui est parfaite, avec ce trafic d'enfants, mais c'est du One Piece parfait, c'est génial, c'est dark à souhait, c'est sublime. Et elle est là comme ça avec sa clope. Et t'as la pauvre Big Mom qui devient une espèce ce qui devient ce qu'elle devait être, si vous voulez. Et je me suis toujours dit, mais Mère Caramel, elle fait l'erreur de ne pas dire à Big Mom, quand je pensais qu'elle était encore gentille, Mère Caramel, je pensais qu'elle faisait l'erreur de ne pas pousser Big Mom vers le droit chemin, c'est-à-dire en prenant le courage de dire à Big Mom, tu as une trop grande force, tu dois te calmer. Elle ne lui dit jamais ça, Mère Caramel. Mais évidemment qu'elle ne dit jamais ça. Parce que la dernière des choses qu'elle veut, c'est brider le pouvoir de Big Mom, puisqu'elle veut la vendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une guerrière. Donc c'est excellent, tout prend sens à la fin. Et il y a un... Alors la narration, elle est fantastique. La narration du flashback de Big Mom avec ce narrateur qui est sans nom, sans visage, mais qui connecte tous les événements de One Piece. Cette espèce de voix qui est au-dessus de tout, un peu omnisciente, et qui nous dit, voyez, vous avez vu ce géant à ce moment-là, vous avez vu ce géant à ce moment-là, vous avez vu cet autre géant à ce moment-là. Et bien voici, tout est connecté à ce moment-là. Ajrudin, Oimo Ikashi, Dori Brogi, vous regardez pas juste un enchaînement d'événements, vous regardez One Piece qui est une histoire continue, avec des tas d'enchevêtrements et de ramifications de personnages, de lieux, d'événements qui, à la fin, prennent sens et donnent ça. Et là, en l'occurrence, c'est Big Mom. Big Mom qui est vraiment... Alors donc, en tant que méchante, alors elle est à la fois terrifiante et, ça c'est un point noir, insupportable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai été vraiment agacé de son unique dialogue, c'est-à-dire mon gâteau, ma pièce montée, ça c'était insupportable. J'ai aussi regardé l'animé, je peux vous dire que c'est atroce. C'est atroce. Franchement, quand il y avait les scènes de Big Mom, je passais. Parce que vraiment, c'était insupportable. Alors, il y avait quand même des moments assez intéressants où elle se munit de son sabre, elle fait des trucs incroyables. Alors, les gars, quand elle m'a sorti son chapeau, son épée de son chapeau, j'ai cru qu'elle avait un Meito. Elle nous dit la lance d'Elbaf, je pensais que c'était son sabre. Non, en fait, c'est l'une des formes que peut prendre son Omnis Bonaparte, enfin Napoléon. Voilà. Alors je trouve que si son pouvoir est extrêmement pété, c'est un paramécien manipulateur à l'instar de Moria, manipulateur, mettons, on a également l'eau manipulateur, vous voyez, c'est ces espèces de paraméciens à ultra grande échelle. Bon, on a également Fujitora, hein, manipulateur de la gravité. Tout ça. Alors là, elle, c'est les âmes. Alors c'est un truc transcendantal, voilà, divin, hein, elle peut manipuler des âmes comme si c'était des torchons, vous voyez. Bon, voilà, ça c'est Big Mom, ça c'est Oda, ça c'est... Voilà, il nous fallait quand même un pouvoir à très haute échelle et ça fonctionne parfaitement. Je trouve d'ailleurs que de ce pouvoir en émane beaucoup d'habiletés qui font sens. Hein, le fait qu'elle puisse retirer les espérances de vie, même si c'est pété. Mais vraiment, c'est un empereur, hein, pour le coup, je suis OK. Elle reste une menace d'ailleurs qui est invaincue, même si je me pose une question, comment ça se fait qu'avec une telle personne si irresponsable à la tête d'un empire, comment ça s'écroule pas tous les jours? Parce que vraiment, je veux dire, bon... donc Big Mom a une réussite un peu insupportable par moment et touchante un minimum. En revanche, elle reste une connasse, elle reste un ennemi quand on voit ce qu'elle a fait à Pound, quand on voit comment elle traite ses enfants, elle tue quand même Opéra dans sa rage, elle tue, on s'en foutait d'Opéra, mais vous voyez, elle tue plein de gens, donc voilà, ça c'est peut-être un peu ces petites voix qui nous dit mais attention, il faudra quand même revenir pour aller la buter, ou la vaincre, parce que ça reste quand même une grosse ogresse assez malveillante dans beaucoup de ses actions, même si
peut-être qu'au fond d'elle-même, elle a un bon fond. Ça reste une petite fille qu'on n'a pas éduquée, qui n'a pas grandi, qui n'a pas eu d'enfance, et voilà, qui reste, voilà, qui n'a pas été éduquée malheureusement. Malheureusement pour les autres surtout. Alors peut-être qu'on pourrait parler, alors je vérifie si j'ai pas oublié des trucs sur Big Mom, et en attendant peut-être qu'on pourrait parler un peu de la Charlotte Family avant de passer sur Katakuri. Katakuri qui est un des personnages les plus proéminents pour moi, les plus, voilà, vraiment les plus marquants de cet arc, ça c'est évident. Euh, oui, non, les pouvoirs également de Big Mom, bon, évidemment Prométhée et Zeus, c'est sympa comme tout ce truc-là. C'est vraiment nouveau comme façon de. Voilà, elle invoque des espèces de homies issus de sa propre âme qui ont un peu sa personnalité d'ailleurs, parce qu'ils sont très gourmands, surtout Zeus. Voilà, donc super. Ça c'était pas mal du tout. Alors, on va parler de la Charlotte Family. Alors peut-être un petit souci quand même sur cette Charlotte Family, c'est qu'elle est beaucoup trop grosse à mon goût. Vraiment à la fin c'était une avalanche de noms. On se serait cru dans Hunter x Hunter, vraiment. Il y avait des personnages, vraiment je me dis mais il y a plein de personnages dont je me tape complètement. Ça c'était peut-être pas forcément le choix le plus judicieux. Moi je me serais limité à une dizaine de personnages, peut-être une quinzaine de personnages. Et voilà, hein, la Charlotte Family, on n'a pas besoin de. Alors après, voilà, c'est pour un peu montrer que c'est la maman, elle a fait plein de gosses avec 24 maris. Bon, c'est marrant. C'est marrant 2 minutes, mais peut-être que ça servait à rien de nous mettre autant de personnages nommés, parce qu'au bout d'un moment, moi, je savais plus qui était qui. J'ai pas bien travaillé d'ailleurs, parce qu'il y a même une Charlotte dont j'ai encore oublié le nom. Enfin bref, pour le coup, on va juste faire une petite listing comme ça des personnages que j'ai trouvé intéressants. Alors évidemment, outre Katakuri, on a les Sweet Commander, Cracker, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais il était quand même chouette, Paramécia productif des gâteaux, un certain style quand même, faut bien le dire, un certain flow, et avec une épée, un Meito, Pretzel, donc ça c'est intéressant, ça m'intéresse, j'ai envie de revoir ça. Également Smoothie avec une grosse épée également qui pourrait totalement être un Meito, et elle-même semble être une grosse escrimeuse. Elle a un pouvoir assez intéressant parce que alors, elle semble pouvoir un paramécia d'altération environnementale. Je rappelle dans les environnementaux, on a les transformateurs comme Boa Hancock, on a les altérateurs comme Kuma ou Barbe Blanche, et le destructeur si vous voulez, et on a les manipulateurs d'ombre, manipulateurs de la gravité, manipulateurs du métal, manipulateurs de ce que vous voulez, des âmes pour le coup. Alors là, c'est un altérateur, elle peut essorer les gens, comme Tsuru peut un peu laver les gens, vous voyez. Mais il semble aussi qu'avec son épée, elle puisse aspirer l'énergie des gens. Est-ce que c'est juste son épée qui lui fait faire ça, ou est-ce que c'est lié à son pouvoir du fruit du démon? Je n'en sais rien, en tout cas c'est intéressant. Elle a l'air très intimidante et on ne l'a pas vaincue cette nana, donc elle reviendra, ça c'est sûr, en tant qu'antagoniste, je le crois. Ensuite on a Oven qui est vraiment, alors qui est pas un Sweet Commander mais qui est un personnage très proéminent dans l'histoire, il revient très souvent. Alors lui j'ai eu du mal avec son paramécia, je crois que c'est un paramécia, au début je pensais que c'était un paramécia corporel parce qu'il semblait pouvoir augmenter la chaleur de son corps, mais il semble qu'il puisse augmenter la chaleur d'à peu près tout. Donc ce serait un paramécia environnemental d'altération, il peut faire cuire les choses. Donc voilà, il peut faire cuire l'eau, il peut faire cuire, il peut toucher l'eau de mer, ça c'est intéressant. Et il peut faire cuire beaucoup de choses, donc ça c'est plutôt intéressant. Il est assez puissant d'ailleurs, et il s'est l'air d'être un bon guerrier, donc on le retrouvera dans un combat, c'est assez sûr et certain. Ensuite, on a Daifuku très chouette, un pouvoir inédit dans One Piece, le Jin, c'est un homme lent, donc semble être un paramécia corporel d'objet, hein, devient une lampe de génie, mais est-ce que ça vous donne pas l'impression que c'est comme un paramécia mythique, hein? Parce que là, il devient un homme-objet mythique. Voilà, hein, je pense pas que une lampe de Jin soit quelque chose de totalement normal, même dans le monde de One Piece, vous voyez. Donc ça c'est intéressant. Daifuku, j'aime beaucoup son design, j'aime bien sa gueule et j'aime beaucoup son génie. J'achète, ça me fait penser à Maggie, donc j'achète encore plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la famille? On a Amande, cette espèce d'escrimeuse avec son grand chapeau, dont le design me satisfait beaucoup et me convainc beaucoup. Elle a également un Meito, je le crois, donc une escrimeuse, c'est intéressant. Qui on a d'autres? Si je me souviens bien, parmi les plus importants, on a Perospero, paramécia productif de bonbons. Donc là, lui, il est assez clair, c'est la tête de la famille, hein, c'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui orchestre un peu tout, à l'instar aussi de Mondor, qui est ce paramécia manipulateur des bouquins. Mondor et Perospero, voilà. Bon, j'aime beaucoup le discours intérieur et je finirai là-dessus d'ailleurs, de Perospero, ce qui me fait dire voilà, que la famille Charlotte a un point de vue ultra intéressant parce qu'au niveau de la narration, il y a un truc important, la narration c'est le point de vue. Et on est énormément du point de vue des Mugiwara bien sûr, mais aussi de la famille Charlotte. Et pas que
en tant qu'antagonistes, avec eux qui nous disent oui, mais on veut vaincre les Mugiwara. Non, non, non. On a également leur point de vue plus humain, c'est-à-dire leur rapport avec la famille. Ils ont envie de protéger leur maman. Leur maman elle vient potentiellement de se faire assassiner. Donc voilà, c'est important de le souligner. Et également, il y a une certaine cohésion dans la famille. Ils s'aiment, ils semblent quand même s'aimer assez, même si Oven a quand même envie de tuer Chiffon, mais bref. Donc, ça fait plaisir de retrouver des rapports, des vrais rapports. C'est pas juste des méchants. Ils existaient avant, ces personnages. Ils avaient des rapports concrets avant que les Mugiwara n'arrivent. Ce qui rend le monde de One Piece encore plus vivant, bien sûr, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Eh oui, bah, du coup, voilà, on a leur point de vue. Quand les maisons se font défoncer, quand t'as un monde qui dit mais non, elle va détruire ma ville, on a de la peine pour ces personnages. Et ça, c'est réussi, bien sûr. Donc il y a une belle cohésion issue de la famille et ça, encore une fois, ça fait bien plaisir. Alors ensuite, on va parler de Katakuri. Alors Katakuri, c'est la révélation de cet arc. C'était le méchant qu'il fallait pas rater parce que c'était un méchant qui était complètement nouveau dans l'œuvre. On ne le connaissait pas du tout, du tout, du tout. Et c'est pour moi un des meilleurs méchants depuis longtemps. Katakuri, on sortait d'un combat qui était mythique contre Doflamingo, contre une puissance inattaquable imperturbable, Doflamingo, vraiment une supériorité qui était vraiment inébranlable, quoi. Vraiment on pouvait rien faire contre Doflamingo pendant plein d'arcs. Doflamingo a montré sa supériorité face à Luffy et les autres sans broncher, sans broncher, sans sourciller vraiment. Mais, euh, mais là, on commençait un peu à retrouver le même schéma, c'est-à-dire ah oui, c'est un ennemi vraiment inébranlable, qu'on peut pas, qui est vraiment au-dessus. Voilà, est-ce que c'était pas un peu une redite? Heureusement non, parce que là où Doflamingo c'était vraiment quelqu'un de très malveillant, de très pernicieux, vicieux, avec un monde de la paix, tout ça, quelqu'un d'extrêmement manipulateur qu'il fallait vaincre parce que c'était une menace de vie ou de mort à la fin. Katakuri, ça n'a rien à voir. Katakuri, c'est un duel entre hommes. Luffy, Katakuri. Il n'y a pas d'enjeu outre le fait que les deux veulent se taper dessus. Et veulent voir jusqu'où ils peuvent aller. Et c'est un test pour Luffy. C'est un test pour Luffy. C'est un... Là où Luffy, c'était son fruit du démon qui était mis en jeu dans le combat avec Doflamingo, le Gear Force, tout ça. Là, et puis on apprend aussi l'éveil avec Doflamingo. Là, c'est le haki. Le haki de la perception, le haki des rois, le haki de l'armement, parce qu'on nous montre que le haki de l'armement, il peut prendre d'autres formes. Donc ça fait tellement bien de voir ce combat. Et évidemment des moments d'honneur, de fraternité, voilà, de respect entre guerriers. Katakuri, c'est quelqu'un qui a énormément de respect pour son adversaire. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Moi, c'est depuis Kaku, depuis Mister One que j'ai pas vu des personnages aussi valeureux, ou même Bonclay, des adversaires qui respectent, notre héros, nos protagonistes. Et quel moment incroyable, le clash du Haki des Rois face à Flambé, la petite salope là, qui est parfaite parce qu'elle arrive juste pour qu'on la déteste. Et en un chapitre, on la déteste déjà, c'est sublime. Vraiment, non, le moment où Katakuri, la complicité des deux guerriers, le respect mutuel, ils se regardent et bim, Haki des Rois, clash. Oh, ça, c'est incroyable. Et le sourire à la fin de Katakuri avec Brûlé, et qui là encore montre ses liens forts avec la famille de Charlotte. Et, non, ça c'est super bien, c'est super chouette, ça marche du tonnerre. Donc moi, je suis extrêmement satisfait de ce personnage. Son design est chouette, on dirait un punk, il est là en plus, il a un côté assez amusant, il aime ses donuts, ça le rend humain. Et voilà, et non, il est d'une puissance absolue. Et alors, petit point noir, c'est son pouvoir. On nous dit dans la Scantrad, voilà, je vous explique pourquoi moi j'ai compris que j'ai cru que c'était un Logia à la base, parce que c'est dit, Jinbei, texto, dit dans les premières traductions qui ont été faites du manga, c'est un Logia du Moshi. Et moi tout de suite, vous avez vu, ça m'a choqué. Je me dis, mais ça peut pas être un Logia du Moshi. Le Moshi, c'est pas une substance naturelle, c'est pas un élément naturel, c'est un élément artificiel créé par l'homme. Et du coup, Oda a changé ça. Peu à peu, on a retrouvé un autre dialogue dans les traductions Viz, dans les traductions de l'animé, dans les SBS également. Oda nous dit que Jinbei dit à Luffy c'est un paramécia spécial. Et en effet, c'est un paramécia très spécial parce que rappelez-vous, c'est à la fois un paramécia corporel parce qu'il peut changer son corps, adapter à son corps son corps peut adapter les propriétés d'une matière, en l'occurrence le mochi, mais il peut aussi produire cette même matière. Et ça, c'est jamais arrivé, les gars. Jamais. À part le mec avec ses filets, là, le Mexicain dans le filler, ça c'était n'importe quoi. Mais ça, sinon, ça n'était jamais arrivé. Dans le canon de One Piece, c'était jamais arrivé. C'est inédit pour le coup. Donc voilà, il peut créer de la matière et il peut se transformer en cette même matière. C'est des propriétés de Logia. Quand bien même, c'est pas un élément naturel, c'est des propriétés de Logia.
Donc moi je suis très content que ce soit un paramécia parce qu'en plus de ça, c'est une nouveauté, c'est un paramécia spécial qui peut faire deux choses. Et ensuite on nous montre qu'il peut même contrôler, transformer l'environnement en mochi. Donc ça veut dire qu'il peut faire trois choses. Il est aussi paramécia transformateur. Mais ça, c'est grâce à l'éveil. Alors, est-ce que c'est aussi grâce à l'éveil qu'il peut se transformer ou qu'il peut produire de la matière? Moi, je pense que c'est peut-être un paramécia corporel du mochi qui peut, grâce à son éveil, produire du mochi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être ça. En l'occurrence, ça nous pose des questions sur l'éveil, voilà, sur les différents types d'éveil en fonction des différents types de fruits, de paramécia, parce que avec Doflamingo, on avait un éveil particulier parce que c'était un fruit d'éléments particulier, c'était un producteur de fil, et ensuite il pouvait transformer et contrôler l'environnement en fil. Mais si vous voulez, à un moment, quand ça va être, je sais pas, quelqu'un qui transforme déjà son environnement, genre par exemple Boa Hancock qui peut transformer son environnement en pierre, ça va être quoi son éveil? De transformer plus de choses en pierre? Mais non, ça va être pour le coup peut-être elle-même se transformer en statue et de pouvoir donner des punchs en statue, j'en sais rien, oui, si vous voulez. Ou peut-être de produire des statues, vous voyez, ça peut être tout ce genre de choses intéressant. Enfin bref, donc énorme combat, ce duel d'hommes, ce duel de guerriers, c'était nouveau dans One Piece, enfin c'est déjà arrivé, vous voyez, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça et ça jure complètement avec Doflamingo, donc ça c'est super et on a envie de le retrouver ce Katakuri avec le plus grand plaisir. Ah oui, également, chose, j'ai oublié de dire dans la famille, le petit gourmet, il est excellent. Le Strossen, c'est un boss, lui, avec son épée, là. Quand il a coupé le gâteau, là, en le transformant en crème fouettée, mais extraordinaire. Ce moment, également génial. J'ai oublié de le souligner, c'était un des personnages de la famille qui m'a beaucoup plu également. Bah voilà, écoutez, moi, c'est à peu près tout ce que je dirais sur tout ça. Alors, on va terminer sur quand même quelques points. Les personnages qui encore m'ont bien satisfait, c'est Bedge. Bedge, ce bro ultime de l'amour, de la mort qui tue, ce type vraiment qui est resté jusqu'au bout avec Mugiwara. C'est la familia en même temps, c'est la mafia, comme me l'avait souligné Chapeau de paille, Yami, hein, il me fait prendre conscience de ça. Moi je trouvais que c'était quand même bizarre à quel point ce type-là, qu'on pensait être son folie loi, c'est un putain de supernova, comment ça se fait que d'un seul coup, ça y est, il devient cette espèce d'allié incontournable de Luffy qui ne recule devant rien. Moment très touchant également de son bateau qui brûle, plusieurs bateaux qui crament d'ailleurs, hein, également les bateaux de Fisher Tiger qui crament, putain. Donc voilà. Bedge, vraiment un bro ultime, avec une motivation très excellente. C'est que le gars s'en branle, il n'a pas envie de tuer les Yonko pour devenir Yonko. Son délire, c'est juste de créer du bordel. Je trouve ça super, c'est vraiment, ça le distingue des autres. C'est excellent. Et Bedge, son équipage également, auquel on devient de plus en plus attaché, je trouve. Hein, Gotti, Vito, tout ça. Et ce sont des types vraiment cool, au fond. C'est vraiment des types. La famille, tout ça, avec Chiffon, tout ça, super cool. La mort, évidemment, de Pound, le papa de Chiffon, j'en ai parlé en réaction live, qui est vraiment très touchante. La mort de Pedro, qui est peut-être moins touchée, parce que finalement, c'est une mort de guerrier, il choisit quand il veut mourir, il se sacrifie pour l'avenir. Alors que Pound, c'est vraiment, il se fait tuer comme une merde, mais c'est beau, et il a sauvé les Mugiwara, finalement, du piège, il a pu sauver Capone du piège de l'eau infernale de Oven. Donc ça c'est super. Et donc BG, respect à lui, merci à toi, j'espère qu'on te retrouvera dans de nouvelles aventures. En tout cas, ça c'est un allié qu'on n'oubliera pas. Celui, peut-être le supernova sur lequel on misait le moins, eh bien c'est celui qui nous a donné peut-être le plus d'alors. On n'arrête pas d'être alliés, hein. L'eau, ensuite Capone, peut-être que tous les supernovas finalement, peu à peu on va être alliés avec eux. Mais voilà. En tout cas, écoutez, voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais. Je vais essayer de m'arrêter à 35 minutes. Pour ce qui est de Jinbei, alors Jinbei, ça y est, on nous a bien montré. Hein, oh là là, comment il fait bien le barreur. Donc voilà, il nous manquait un barreur. Hein, donc moi, ça, forcément, vis-à-vis de ce que je fais aujourd'hui, ça me touche plus particulièrement. Hein. Bon, moi, c'est plus ce que fait Nami, mais disons que voilà, Jinbei, en tout cas, pour l'occurrence. Voilà, il a sa place dans l'équipage maintenant, j'ai bien compris. Alors moi, je le pensais pas adéquat à l'équipage, je trouvais qu'il était un petit peu trop vieux pour ça, il représentait une génération, il avait rien à prouver pour moi, Jinbei, donc c'est pour ça que pour moi, je voulais que les personnages dans l'équipage, ce soient des gens qui aient quelque chose à prouver au monde, voilà, une nouvelle génération. Après, j'avais pas du tout, j'avais rien contre avoir Jinbei comme allié, mais voilà, c'est pas le cas. Bon, il sera dans l'équipage, je l'espère. En tout cas, on verra à Wano. Mais ce que j'attends le plus, surtout, c'est voilà, on retrouve l'équipage. Et là, l'équipage a été coupé en deux. Donc, on pouvait peut-être espérer, depuis longtemps, hein, on avait cet équipage divisé en deux. On pouvait espérer quand même avoir l'accent qui soit mis sur les personnages présents dans cet arc, dans chaque arc, pour qu'on puisse avoir de meilleurs moments et qui ne se marchent pas tous les uns avec les autres, tous les uns sur les autres.
C'est un peu le cas, c'est beaucoup le cas avec Nami. Nami est extrêmement présente, très bon personnage dans cet arc. Nami, elle prend des décisions, elle est là, elle est proactive, vraiment, c'est très chouette. Mais malheureusement, il y en a d'autres, c'est pas le cas. Je trouve que voilà, Chopper, il n'est que l'ombre de lui-même. Encore une fois, Chopper est une déception depuis le Nouveau Monde, hein. C'est devenu une petite mascotte sans grand intérêt. Malheureusement, ça sera une déception de cet arc. Voilà. Pour finir, on parlera de la forme sous longue de Carotte. Carotte qui, moi, je trouve, avait toutes les raisons d'être dans l'équipage. Je sais pas comment ça va évoluer. C'est un personnage féminin unique, c'est une race, c'est un mink. Elle peut se battre, c'est super. Et en même temps, elle est un petit peu enfantine et elle a peur, donc elle gêne pas le Power Trio. C'est un peu une peureuse des fois. Non, elle fait plaisir. Et en plus, sa forme sous longue est super cool. En plus, ça met une condition à l'éveil de ce pouvoir qui est la pleine lune. Donc ça aurait pu être génial pour des combats où voilà, on attend que, un peu comme Escanor, vous voyez, dans la Nation de Tata, et on attend qu'il y ait le zénith, là on attend qu'il y ait la pleine lune. C'est dommage, on aurait pu avoir ça, on ne l'a pas eu. Tant pis, peut-être que voilà, moi je pensais que c'était parfait pour elle, elle aurait dû rejoindre l'équipage, mais tant pis. Écoutez mes amis, voilà, j'ai tout dit sur cet arc, un excellent arc, nouveau dans la narration, peut-être un peu long, avec des moments de longueur, avec Big Mom, mon gâteau, mais sinon excellent arc. Et je m'apprête sans plus attendre voilà, à regarder la rêverie avec tout, retrouver tous ces personnages importants. Et mon personnage préféré qu'on va retrouver, c'est qui? Enfin, le personnage que j'attends le plus, c'est Dalton. Et oui, Martin Spinayer, la VF, excellent. Allez, pour ceux qui s'en rappelaient. Allez les amis, je vous dis salut, à la prochaine.